Merci Sébastien. Voilà moi de nouveau, mais cette fois-ci, je vais faire un reportage de la session qu'on a eue hier. Le titre, c'est Thinking the Transition, Expanding. Le titre, donc, quelle raison pour penser la transition, les cités qui s'étendent et les environnements qui se rétrécissent, ou le contraire. Je vais donc essayer de résumer tout d'abord la présentation principale et les 3 heures de discussion qui l'ont suivi, qui ont été lancées par rapport à cette question. Bien entendu, tout le monde à cette conférence est d'accord que la question de la durabilité est une question qui doit être examinée dans la durée, puisque si notre société décide que la durabilité devient une priorité, cela changera en profondeur la manière dont les villes sont construites et comment la société elle-même va fonctionner dans un milieu urbain comme dans un milieu rural. Le chemin vers la durabilité, en fait, il y a une échelle par rapport à la durabilité qui passe de ne pas s'intéresser du tout dans la durabilité, ni dans l'approvisionnement à l'avenir de l'énergie, c'est l'état actuel, et des états améliorés, et nous aimerions passer à ces états, par exemple, qui nous permettent de garantir que des énergies soient disponibles pendant plusieurs générations jusqu'au moment où nous pourrons développer d'autres énergies, puisque, bien entendu, l'espèce humaine va continuer à utiliser des énergies. Mais nous sommes en train de gaspiller énormément d'énergie qui pourrait être utile aux générations futures. Donc la question est, que faire? Est-ce qu'on va décider de continuer à utiliser cette énergie sur un espace de quelques années ou mieux la gérer pour qu'elle soit disponible encore pour les générations futures? Nous voudrions garantir qu'une très grande majorité des êtres humains auront une qualité de vie relativement bonne, mais on ne peut pas en être sûr, bien entendu. Mais tout de même, nous voudrions faire tout notre possible pour fournir un modèle qui permettra au gouvernement de mettre en œuvre des mesures et qui leur permettra de prévenir des mesures catastrophiques dues à un manque de durabilité. On nous parle souvent des images d'un fabrique urbain où chaque maison voudrait un jardin, chaque foyer voudrait son petit précaré, et ce n'est pas du tout pratique. C'est un rêve qui ne devrait pas être encouragé par les constructeurs de maisons, mais c'est eux qui le font parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent dessus. Mais même l'État a beaucoup investi dans cette vision d'une maison isolée avec jardin. Pendant les années 60 et les années 70, nous avons beaucoup vu ce type de construction. Et aujourd'hui, nous avons de plus en plus de terrains agricoles qui sont repris pour les constructions urbaines. Il y a aussi un énorme gaspillage d'énergie puisque ces maisons ne peuvent pas être atteintes par les transports publics. Il faut donc des maisons, et l'industrie automobile de par le monde est également en train d'encourager et de renforcer cette vision et ce rêve, puisque cela menait à plus de ventes d'automobiles. Bien sûr, une voiture, c'est génial, je ne peux pas vivre sans ma voiture, mais de plus en plus de voitures veut dire de plus en plus de dépendance énergétique et de plus en plus de gaspillage. Aux États-Unis, nous en sommes arrivés à un extrême absurde où nous prenons la voiture pour aller acheter 1 litre de lait. Donc, nous perdons tellement d'énergie dans ce gaspillage alors qu'il n'y a aucune raison pour le faire. La structure urbaine actuelle nous oblige à gaspiller de l'énergie. Donc, les conclusions de cette discussion nous ont dit qu'il fallait plus de dialogue entre le gouvernement et les citoyens. Les citoyens veulent 2 choses. Un fabrique urbain plus durable, un meilleur accès à tout à une échelle piétonne,
Et d'autres citoyens veulent aussi une grosse voiture et une grosse maison avec jardin. Mais bon, c'est normal, les individus sont contradictoires, l'être humain est contradictoire. Mais c'est parce que les politiciens il faut savoir que les politiciens veulent aussi faire des choses qui amélioreront leur image. Donc, ce qu'il faut, c'est que le citoyen et le politicien s'engagent dans un dialogue pour pouvoir atteindre un système qui sera plus durable à l'avenir. Étant donné que nous vivons dans un monde globalisé, il faut également reterritorialiser ce que nous concevons comme tissu urbain. Sans une restructuration sociale c'est-à-dire de restructurer la manière dont nous imaginons notre mode de vie, nos moyens de transport et ainsi de suite, nous ne pourrons pas construire une ville durable puisque nous construisons ce que nous pouvons imaginer actuellement. Le deuxième atelier s'est également concentré sur la question des villes qui s'étendent et qui rétrécissent. Ces changements peuvent être liés au haut et au bas de l'économie. Parfois, il y a eu une économie très riche, mais qui était basée sur une seule industrie. Avec le déclin de cette industrie, la ville elle-même rétrécit. Il y a d'autres villes qui ont pu diversifier leurs revenus, et donc il n'y a pas forcément toujours ce changement. Mais c'est un phénomène qui existe partout dans le monde, et la question revient, comment rendre les villes durables? D'une part, il y a la question de réutilisation, par exemple la réutilisation du tissu urbain abandonné qui permettra à la ville de se rétrécir de manière organique, de manière durable. Ainsi, on pourra remplacer ce qui est laissé vide et de permettre une régénération de la vie urbaine. Par ailleurs, il faut aussi étudier le contraire, une ville qui s'étend, puisque l'économie de la ville est basée sur une ou plusieurs industries qui marchent bien, cela crée de la richesse pour les citoyens de la ville, et donc cela attire encore plus d'habitants. Une fois qu'il n'y a plus d'habitat, une fois qu'il n'y a plus de logement, la construction s'étend et on se retrouve avec l'étalement urbain. Donc comment pouvons-nous faire en sorte que cet étalement soit durable? Eh bien, il faut pour cela garantir que la ville qui s'étend et qui s'étale ne devient pas une ville qui consomme beaucoup plus d'énergie. La croissance énergétique ne doit pas se démultiplier, elle ne doit pas monter en flèche. Et il y a ce risque, puisque plus la ville s'étale, plus les distances s'étendent, et ces distances ne peuvent être franchies que par des automobiles privées. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus avoir cette interconnectivité publique, et donc on dépend complètement des automobiles privées. Un des éléments clés dont nous parlions aussi pendant cet atelier est la question des frontières. Quelles sont les frontières de la ville? Eh bien, nous avons des villes qui se rétrécissent, d'autres qui s'étendent, où se marquent les limites de la ville. Et elles ne sont pas clairement définies. Et c'est un problème majeur à laquelle nous n'avons pas trouvé de solution, mais au moins nous en parlions. Nous avons entendu un exemple. L'aéroport de Paris est en dehors des frontières de Paris. Mais si on étudie les données, on voit clairement que l'aéroport de Paris est un agent clé dans l'économie de Paris. L'aéroport a une énorme influence sur les mouvements urbains, puisque beaucoup de personnes l'utilisent pour aller à Paris, et représente un poids considérable dans la pollution de l'air à Paris. On n'a pas de chiffre exact, mais l'aéroport génère beaucoup de pollution aérienne. Donc,
étant donné les discussions de la durabilité urbaine à Paris n'incluent pas l'aéroport de Paris, puisqu'elle est en dehors des frontières, et ce n'est pas logique. Et c'est pour cela qu'il faut examiner de plus près les problèmes urbains, puisque les solutions envisagées doivent prendre en compte des frontières qui englobent l'ensemble des acteurs clés. Et les frontières politiques sont souvent extrêmement artificielles. Elles sont des outils qui ne sont pas très clairs. Nous avons aussi vu que nous avons une situation inverse, c'est-à-dire le problème, par exemple, de mettre en place une réserve naturelle, donc par exemple un parc protégé. C'est le cas en Italie. Et pour le faire, il faut négocier avec de nombreuses communautés, de nombreuses villes, et chaque négociation a lieu séparément. Mais à la fin, le parc doit représenter une entité unique. Et c'est un autre exemple de ce qu'on fait quand on définit des frontières urbaines et qui n'est pas forcément conforme avec les besoins de chaque région. Puisque, par exemple, pour un parc national de ce type, il faut prendre un morceau de chaque communauté, de chaque frontière, et c'est difficile. Et donc c'est la situation et les difficultés liées à mettre en place des frontières urbaines. Mais en même temps, nous avons clairement vu la nécessité de gérer les problèmes urbains et trouver des solutions dans des frontières bien adaptées. Pour le faire, encore une fois, il faut identifier clairement les acteurs clés. Alors, l'étalement urbain est également basé sur une demande pour des maisons, pour des habitations. Et il n'y a aucun contrôle sur cela, puisque tant que des individus peuvent construire des maisons individuelles, ils iront acheter un terrain, par exemple agricole, et construiront une maison dessus. Donc il faut également comprendre quelles sont les forces du marché, par exemple, qui poussent les gens à réagir. Puisque les individus réagissent beaucoup plus vite que les politiciens aux forces du marché. Un individu essaiera de tirer profit d'une situation donnée pour pouvoir atteindre leur but, ce qu'ils recherchent pour eux et pour leur famille, et réagiront tout de suite. Les politiciens doivent passer plusieurs années à étudier une situation. Ils vont arriver, ils vont étudier les tendances ces dernières années et ensuite essaieront d'institutionnaliser ces tendances. Mais pendant cette période, la tendance aura changé ou alors elle aura pris un tournant beaucoup plus négatif. Donc ce ne sera pas très institutionnel. Nous avons très clairement vu dans la pratique les éléments négatifs. Et donc que faire ? Il faut constater que l'individu réagit vite. Et donc, en tant qu'urbaniste, si nous sommes liés et si nous avons une vision claire des forces qui poussent les gens, nous pourrons peut-être travailler en amont, parce que la législation, le processus législatif prend du temps et souvent essayer de résoudre des problèmes qui ont déjà été dépassés. Il y a des exemples de petites villes compactes où il n'y a pas d'étalement urbain. Et ces petites villes sont des villes qui fonctionnent bien. Et il faut étudier les secrets de leur réussite. Quelles sont les conditions qui ont permis à ces petites villes de bien marcher? Tout d'abord, elles sont plus compactes, construites de manière plus traditionnelle, il n'y a pas d'étalement urbain. Et donc il faut étudier ce qui fonctionne pour ensuite proposer des solutions aux problèmes actuels et aussi aux problèmes de la croissance à l'avenir. La question a également été posée: comment la vie économique peut-elle survivre sans créer d'étalement? Mais nous avons vu des exemples de villes où il n'y a pas d'étalement urbain. Oui, c'est faisable. Et on peut avoir un développement économique sans étalement urbain. D'un autre côté, nous avons aussi vu des exemples de tissus urbains peu cohérents, particulièrement dans des zones industrielles. Mais cela dit, ces zones sont bien reliées
à l'infrastructure. Donc nous devons également étudier ces zones parce qu'elles fonctionnent bien. Ces zones fonctionnent bien parce qu'elles sont très fortement interconnectées. Mais elles ne fournissent pas un tissu urbain positif. Donc quel est le secret? Eh bien, le secret est la connectivité. Essentiellement, il s'agit là d'étudier la répartition géographique. Donc, mes collègues ont conclu que la densification ne devrait pas détruire les réseaux actuels d'interconnectivité. Et donc, on peut essayer de voir une ville autant comme une structure géométrique sur un terrain et un réseau. Et les deux devraient être combinés et devraient pouvoir travailler ensemble et non pas s'entre-détruire. La structure donc doit être respectée de cette manière, les réseaux doivent être respectés et une régénération urbaine devrait changer les géographies sans couper ces réseaux. Nous avons vu des exemples, par exemple, en Suède et en Suisse, où la législation protège les terrains agricoles de construction urbaine. Donc il n'y a pas d'étalement urbain grâce à ce type de législation. Et si on approfondit par ailleurs notre étude du succès de ces pays, nous voyons qu'il y a une approche très active par rapport à la réglementation des régions urbaines. Il y a une population assez faible dans ces deux pays, mais il y a une législation forte qui empêche l'étalement urbain tout en n'empêchant pas le développement économique. Zoning in most parts of the world is based on ideology. Le zonage dans le monde est souvent une question assez floue. Par exemple, beaucoup de personnes peuvent vouloir construire ou acheter une maison individuelle, mais on peut également changer l'idéologie des individus, puisqu'une idéologie n'est pas fondée sur des faits, mais plutôt sur une vision du monde et des croyances. Nous avons une image en tête et cette image peut être modifiée. Ce n'est pas modifié facilement, mais l'enseignement peut changer cette image en changeant l'idéologie qui est sous-jacente. Et ensuite, en créant une vision plus durable de l'aménagement, qui est plus liée à des éléments attirants et intéressants. Et par exemple, comment peut-on avoir ce type d'éléments intéressants? Eh bien, avec une ville durable, une ville qui fonctionne bien. Et bien sûr, on ne peut pas simplement dire « ne faites pas ça ». Il faut donner quelque chose il faut créer quelque chose qui attire les gens. On ne peut pas simplement dire qu'il ne faut pas construire des maisons individuelles. On peut, par exemple, si on dit qu'on veut passer vers un mode de construction plus durable, cela n'aidera pas suffisamment. Mais il faut souligner que dans ce cas-là, les habitants de la ville se sentiront mieux en ville, ils auront une meilleure qualité de vie. Et là, ça permettra de convaincre petit à petit la population. Par exemple, il y a une structure de gouvernance à travers à Portland, au sein du gouvernement municipal, qui permet de contrôler qui fait quoi, qui gouverne, qui peut changer les lois municipales et qui peut gérer la question d'étalement urbain. Bien sûr, chaque ville est différente et si un urbaniste veut créer un changement, il doit travailler avec les législateurs qui étaient présents ce matin d'ailleurs. Donc j'espère qu'ils sont très conscients de cela, puisque les solutions urbaines qui sont présentées doivent amener un accord avec les décideurs politiques, puisque cela aidera l'ensemble de la ville. Nous avons également vu des progrès importants dans l'approche commune. Par exemple, ce n'est pas une question marxiste, mais que tous les biens qui reviennent sur le marché peuvent redevenir publics. Eh bien, par exemple, quand un terrain est vendu, oui, plutôt est mis en vente, il y a des forces du marché qui sont difficiles à contrôler. Et il faudrait les contrôler pour que l'urbanisme soit durable.
Et ces forces du marché peuvent peuvent empêcher à cette situation de rester durable. Par exemple, si on voit les terrains comme quelque chose qui peut être facilement vendu, nous voyons l'influence du pouvoir, de l'argent et du gain à court terme. Mais nous voulons que les villes soient durables, soient construites pour le long terme. Et pour assurer cette durabilité sur le long terme, il faut étudier les problèmes à long terme également. Donc, une approche partagée, commune, publique des terrains, qui soit considéré comme terrain public, peut être utile pour cela. Il faut par exemple tout d'abord prendre en compte les avantages sur le long terme pour la qualité de vie de la population. Donc cette approche pourrait être transformée par le biais de la législation dans une coopération qui permet de contrebalancer les forces du marché. On continuera à avoir une économie capitaliste, mais qui empêchera à ces forces sauvages de partir dans un mauvais sens, dans un sens qui n'est pas durable. Nous avons continué avec des discussions sur des exemples à Berlin. Certaines parties, par exemple, de la ville qui s'est rétrécie, ont été transformées en fermes bio. Et donc, des personnes ont pu ramener la production alimentaire à l'intérieur de la ville, puisque l'étalement urbain, justement, a tendance à détruire ces terrains agricoles pour créer des habitations. Nous avons également parlé de la biosphère et des différentes options. Nous avons des options politiques, économiques, qui doivent souvent travailler ensemble, et qui sont souvent en conflit entre elles, entre ces instances. Il y a toujours un conflit, mais soit une décision de consensus est atteinte, soit un autre équilibre est trouvé. Mais l'essentiel, c'est que l'ensemble de ces questions, l'ensemble de ces domaines devraient être pris en compte. Aucun ne devrait être dominant. Personne ne sera parfaitement satisfait de la solution finale, mais toutes les dimensions doivent être prises en compte. Par exemple, dans certains cas, nous avons des situations qui n'ont pas bien marché où une facette a pris le dessus et a dominé. Et là, nous nous retrouvons avec les pires solutions possibles. Est-ce que les forces politiques peuvent être... est-ce qu'on peut influencer les forces politiques? Il y a eu beaucoup de débats. Ceux qui ont longtemps travaillé dans le domaine de l'urbanisme ont lutté pendant des années contre l'étalement urbain, ont soutenu des tentatives de plus forte concentration, de plus forte densité, de redéfinition des frontières urbaines. Et le niveau de réussite n'est pas très élevé. Il y a déjà des décennies, des individus que nous respectons tous, que certains ont connus, ont créé des plans qui avaient beaucoup de qualités, qui comprenaient des éléments importants pour la durabilité, qui ont été très détaillés, qui ont été présentés aux autorités politiques, mais aucune n'a été mise en place. Elles étaient acceptées par les décideurs politiques, mais jamais soutenues et donc mises en place. Et la raison pour cela est politique, pas urbaniste. C'est pour cela que c'est très dommage, parce que nous avions là d'excellents travaux, mais qui n'ont pas été mis en place. Les urbanistes ne peuvent pas obliger les gouvernements à mettre en place ces solutions. Tout ce qu'on peut faire, c'est proposer des plans qui permettront d'améliorer la qualité de vie des citoyens. C'est aux décideurs politiques, aux politiciens de déterminer s'ils peuvent les mettre en place, s'ils veulent les mettre en place. En contraste, des documents originaux ont bien été adoptés pour créer la ville étalée telle qu'elle l'est. Par exemple,
pendant les années 1960, le rapport Buchanan au Royaume-Uni a soutenu ce type de construction, donné la ville à la voiture, négligé l'infrastructure, et que ce sera l'avenir. Et le gouvernement britannique a adopté cette vision de plein cœur. Ils n'y ont absolument pas réfléchi, ils ont fait confiance à Buchanan, parce que c'était quelqu'un de respecté, et le gouvernement a commencé à construire tout en fonction de l'automobile, ce qui a mené à une très forte croissance pendant à peu près 5 ans. Mais par la suite, nous avons commencé à voir cet étalement et à commencer à voir les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Il y a également eu un rapport en 1933 sur l'importance du zonage monofonctionnel qui soutenait donc les zones les zones commerciales dans un endroit, les zones industrielles dans un autre et les zones résidentielles dans encore séparées. Et c'était sous l'autorité, par exemple, de Le Corbusier, qui s'est déclaré la personne la plus intelligente du monde. Donc, on n'a pas pu disputer cela. Et aujourd'hui, nous voyons que cette approche monofonctionnelle nous a mené au désastre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les gouvernements étaient prêts à adopter des approches qui n'ont pas été testées et qui ont mené à des situations désastreuses. Ces dernières décennies, au contraire, des groupes d'urbanistes se sont beaucoup investis dans des plans améliorés, mais qui, eux, n'ont pas été adoptés. Et c'est un problème. C'est un problème dont nous avons discuté au sein du groupe. Nous avons aussi évoqué différentes solutions potentielles. Ces solutions possibles comprennent l'égoïsme des individus. Ce qui est une force, parce que si on prend en compte les désirs des individus et les forces du marché, et si on peut ensuite capter ces forces pour nous pousser vers une ville plus durable, ce serait merveilleux. Parce que si quelqu'un veut une maison individuelle indépendante et une voiture, c'est mauvais. Mais si on peut rediriger ce désir vers autre chose avec des mesures légères comme le zonage, mais qui auront un effet au long terme, ce serait merveilleux. Par exemple, il faudrait garantir que la construction de l'avenir puisse être insérée comme un puzzle dans le tissu urbain. Et donc tout cela doit être construit de manière durable. Je pense qu'un contrôle très fin du zonage peut nous aider à le faire. Cela nous mènera d'ici 10 à 20 ans, je pense, à une situation bien améliorée. Mais tout cela doit être basé sur un plan maître, sur un plan général. Et parce que si un politicien regarde un plan de ce genre et se dit « non, c'est trop ambitieux », ils ne tenteront pas de le mettre en œuvre. Alors que si, au contraire, nous mettons en place des mesures, des petites mesures par-ci, par-là, d'ici à 20 ans, cela mènera à un changement majeur sans que qui que ce soit s'en soit rendu compte, et puisque ces changements auront été effectués progressivement. Donc il faut jouer sur l'individu, ainsi que sur son contraire. Donc c'est le contraire de l'individualisme et de l'égoïsme, sur justement les biens publics, le bien commun. Donc nous devons essayer de trouver des stratégies qui permettent de canaliser vers le bien commun. Cela peut venir du monde du commerce, par exemple de la puissance de grands groupes. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est permettre à l'initiative individuelle d'avoir un effet positif sur une grande partie de la population, parce que l'individu agit avec une vision court-termiste, alors que les groupes ont une approche beaucoup plus long terme, et c'est là que nous pouvons atteindre la durabilité. Bien entendu, l'un des éléments liés, ce sont les permis de construction. Des permis de construction qui sont parfois difficiles à obtenir et qui sont difficiles à modifier parce que les individus veulent garder ce qu'ils ont et refusent d'accepter des nouveautés parfois. Et donc, une des grandes difficultés est le zonage monofonctionnel. Si vous permettez le zonage monofonctionnel,
Dans ce cas-là, des individus continueront à demander ce type de zonage, alors que c'est nocif pour la ville. Et donc c'est pour cela qu'il faut changer ce type de mesures. Où est-ce qu'on peut voir ce type d'innovation? Où est-ce qu'elle peut avoir lieu? Une solution excellente a été proposée. La solution a toujours lieu en périphérie d'une discipline, en périphérie des réflexions menées. Normalement, nous trouvons au cœur d'une discipline des idées qui sont assez figées, qui ne changent pas, mais en périphérie d'une discipline où il y a plus d'espace, plus de possibilités de s'éloigner de la vision dominante, il y a des possibilités. Donc, beaucoup de personnes ont dit qu'il faudrait être optimistique par rapport à ces acteurs en périphérie, parce que ce sont ces acteurs qui nous permettront d'atteindre une durabilité. Pour l'instant, ces acteurs ne sont pas très clairement identifiés. Nous avons parfois des indices avec des entrepreneurs sociaux qui demandent un changement. Mais il faut donc établir si ce qui est déjà présent est bon ou pas, identifier non pas ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas individuellement, mais ce qui ne contribue pas à une vie durable. Et ensuite, il faut ouvrir les oreilles et les yeux et voir quels changements sont mis en place en périphérie, essayer de les ramener vers le centre et soutenir ce type d'innovation, puisque ce type d'innovation permettra d'énergiser ce mouvement pour obtenir les changements que l'on recherche, pour créer des villes plus durables. Voilà, c'est mon résumé d'une discussion très mouvementée, très dynamique, avec beaucoup de commentaires intéressants. Les étudiants en particulier, ne me demandez pas, mais demandez aux participants qui ont été présents à cet atelier pour plus de détails, parce qu'ils avaient énormément à contribuer. Merci.